Super, 5 minutes dans le timing, excellent. Merci Morgane pour la présentation du Meetup. Merci à vous tous d'être là ce soir. Donc, comme vous le savez, on va parler de la généralisation, des modèles en production. Parce que c'est un sujet qui revient souvent en entreprise. On s'aperçoit qu'on a pas mal de difficultés sur le sujet et pour tout un tas de raisons qu'on va voir ensemble. Et on va donc voir les raisons et aussi comment on peut pallier aux problèmes, aux différents problèmes qui se présentent. Alors donc l'idée maintenant c'est diapositive, non, c'est affichage, lire. Donc en effet, alors pour ceux d'entre vous, donc cette présentation a la vocation à s'adresser à la fois aux data scientists, parce qu'il y a des points qui sont un peu plus avancés sur la technique, mais aussi aux gens qui sont décideurs au sein des entreprises. Donc pour les data scientists, vous allez revoir des trucs qui sont très basiques, vous inquiétez pas, ça va pas être que ça pendant toute la presse. Et pour ceux qui sont plutôt managers et ou chefs de projet, là, par contre, il y a des slides qui seront un peu plus techniques et qui sont, elles, un peu plus à destination des data scientists pour pas qu'ils ne fassent que revoir des bases lors de la présentation. Donc, le but, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Donc, si vous revoyez des choses un peu faciles pour vous, vous inquiétez pas, je suis sûr que vous apprendrez des choses pour ceux qui sont un peu les techniciens de la data. Et pour un chef de projet, s'il y a des moments où on rentre un peu trop dans le détail, vous inquiétez pas non plus, ça veut dire que c'est plus à destination on va dire, des techniciens. Donc, pour commencer, une petite énigme lorsque j'ai préparé cette présentation, je suis tombé sur cette énigme sur LinkedIn de la part de Lukas Kuncevic, qui est Head of Data à Digica, et aussi, je crois, qu'il y a eu le master, donc je vous laisse la lire, hein, mais en français, donc c'est l'histoire des trois petits cochons, mais qui baptisent des modèles de machine learning. Donc, il y en a un qui le fait avec R, l'autre avec Python, et le troisième qui utilise une implémentation cloud-based avec Amazon SageMaker. Et donc la question, c'est sur laquelle vous pouvez un petit peu, sur laquelle vous pouvez un peu cogiter, on va dire, pendant le reste de cette présentation, c'est à votre avis lequel des trois continuera de fonctionner après un mois plutôt après sa mise en production. Donc, en introduction, donc là plus pour les généralistes, chefs de projet, etc., on va revenir sur le concept de distribution des données, qui est un concept essentiel pour comprendre la suite de la présentation. Alors, une distribution, c'est juste vos données, elles peuvent prendre des valeurs. Typiquement, une donnée sur une personne, ça peut prendre la valeur, par exemple, âge. Et l'âge, la distribution de l'âge, ça peut aller de 0 à 110 ans, on va dire à peu près. Et la question, c'est parmi mes clients à moi, comment est-ce que mon âge est distribué? Parce que mes clients, peut-être qu'ils sont tous entre 25 et 35 ans, c'est pas la même distribution que la population en général. Okay, donc, un exemple de distribution, c'est celle justement de la population. Ça, c'est la population qu'on va dire générale, mais c'est même pas représentatif du monde, parce qu'en fait, c'est une distribution qu'on a voulu représentative du monde. Donc, si vous lisez un peu la légende, vous verrez qu'on a pris des gens en Amérique du Nord, en Europe, en Asie orientale et en Australie. Mais du coup, vous voyez déjà par défaut que il manque toute l'Afrique, ce qui pose quand même un petit problème. Donc, on n'a pas une représentation ici, une distribution représentative de toute la population du monde, mais de seulement qui ont été sélectionnés. Donc ça, c'est la distribution non pas de l'âge, mais de la taille des gens. Et vous voyez notamment que si on avait pris une distribution unifiée pour les hommes et les femmes, vous auriez eu une barre centrale avec la moyenne à peu près aux alentours de 1,70 m. Mais dès qu'on commence à rentrer un petit peu plus dans le détail, si je prends les hommes, généralement ils sont un peu plus grands, d'accord. On voit aussi d'ailleurs que les hommes sont moins nombreux à l'échelle de la population. Il y a plus de femmes que d'hommes. Pour la raison simple, c'est que les femmes vivent plus longtemps. Donc ça, c'est une distribution. Et c'est un exemple un peu particulier de distribution qu'on appelle une distribution normale. Donc pour les data scientists, ils savent ce que c'est. Les autres, vous n'avez pas besoin du détail, mais juste donc là, on va dire qu'elle est un peu la courbe est assez harmonieuse, d'accord. Et ce que ça veut dire une distribution normale, c'est qu'il y a très peu de gens qui font ici plus de 2 mètres, et de la même manière, il y a très peu de gens sur le côté gauche qui font moins de 1,50 m. Okay. Toutes les distributions dans les données que vous allez croiser, même la plupart des distributions que vous allez croiser sur vos données, ne sont pas des distributions normales. Typiquement, si on prend, je vais revenir sur l'image juste après, si on prend la distribution des revenus aux États-Unis, là vous voyez qu'on n'est pas du tout sur une distribution normale. La plupart des gens sont stackés sur la gauche, donc ils gagnent entre 5 et 50 000 $, on va dire, par an, donc ça c'est par an. Et tout à droite, là, on a des outliers qui gagnent plus de 200 000 $, qui sont sans doute d'ailleurs en grande partie les gens qui travaillent dans la data, mais aux États-Unis. Alors,
Une autre spécificité sur les distributions, ou plutôt quelque chose qu'il faut constamment garder en compte, c'est que là, on essaie d'avoir une distribution assez générale de la population, mais si vous prenez un subset de la population à un endroit précis, cette courbe-là, elle ne va plus forcément être valable. Et donc là, je vous ai mis l'exemple d'un voyage que moi j'ai fait. Pourquoi la slide ne veut pas bouger? Voilà. D'un exemple que moi j'ai fait. Donc, quand je suis parti en Argentine, j'ai été tout à la pointe de l'Amérique du Sud, donc à Ushuaia, et il y avait de la documentation là-bas dans un musée sur un peuple, un ancien peuple d'Ushuaia qui s'appelle les Yagans, donc les Indiens Yagans, et ils ont la particularité qu'ils se baladaient tout nus. Sauf que si vous allez à Ushuaia en plein hiver, vous allez très vite vous rendre compte qu'il fait très froid. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des années, leur morphologie s'est adaptée. Ils sont devenus beaucoup plus petits et beaucoup plus, on va dire, bedonnants. Donc vous pouvez lire un petit peu leur histoire sur ce lien, c'est assez intéressant. Mais ce qu'on voit, c'est que le contexte dans lequel on évolue fait que la distribution des données évolue, c'est-à-dire là en l'occurrence la taille des êtres humains varie parce qu'on est dans un contexte particulier, d'accord? Donc le contexte influe sur les distributions. Ça c'est une notion qu'il faut garder en tête quand on fait de la data. Et donc par exemple, là pour les data scientists, vous serez, je pense, assez intéressé d'apprendre la composition. Donc ça, ImageNet, c'est l'ensemble des données sur lesquelles généralement on pré-entraîne nos réseaux de neurones pour faire de la reconnaissance visuelle, donc du computer vision. Et ce jeu de données sur lequel on pré-entraîne nos modèles, il est essentiellement issu des États-Unis. Ce qui pose tout un tas de problèmes, c'est-à-dire que si vous entraînez sur chat ou chien, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes races de chat ou chien aux États-Unis, mais même sur les panneaux, les routes ne sont pas les mêmes, elles sont beaucoup plus larges, la signalétique est différente. Donc, si vous entraînez un réseau sur ImageNet, il y a des chances que vous ayez une difficulté ensuite à faire de l'inférence sur une distribution qui est différente de celle-là. D'accord? Et ça prend des conséquences très simples, c'est qu'aux US, en Grande-Bretagne, etc., notamment les photos qui ont été prises à l'intérieur d'ImageNet ne sont pas nécessairement représentatives de toute la population. Et du coup, quand on bâtit des réseaux de neurones là-dessus, on a une conséquence derrière, c'est que vos réseaux de neurones sont extrêmement performants sur les hommes, beaucoup plus que sur les femmes, et ils sont beaucoup plus performants également sur les hommes et les femmes blancs que sur les femmes et les hommes de couleur. Reconnaissance faciale, donc ça c'est les scores des différents algorithmes benchmarkés. Donc là vous voyez que pour la reconnaissance faciale des femmes de couleur, là on est dans les choux. D'accord ? Et je pense que c'est pas seulement en partie, mais enfin pas entièrement, mais à mon avis en partie dû au fait que la distribution des données à l'entraînement a été sans doute biaisée. D'accord ? Donc maintenant, on va passer aux dangers qui guettent vos modèles. Le premier danger, du coup, c'est d'overfitter l'une de ces distributions qu'on vient de montrer. D'accord ? Vous pourriez avoir des données seulement qui viennent d'Amérique du Sud. Vous n'êtes absolument pas au courant qu'il existe des Indiens Yagans, et vous allez entraîner votre modèle sur ces données-là. Votre modèle va apprendre que généralement, si on prédit 1,60 m pour un être humain, on s'en sort pas trop mal. Mais si vous overfittez sur cette distribution, vous allez avoir des problèmes par la suite. D'accord ? Donc là, c'est l'exemple classique pour les data scientists, mais pour quelqu'un qui est plus manager, donc là, c'est l'exemple d'un modèle qui généralise mal en dehors du subset sur lequel il a été entraîné. Un modèle comme celui-ci à droite, il fonctionne très bien sur les données qu'il a vues, mais vous constatez qu'à partir du moment où votre variable en entrée, elle va s'écarter de plus 2 ou moins 2, là, les prédictions qui seront derrière seront complètement chaos par rapport à ce qu'on peut attendre, parce qu'effectivement, on s'attend à ce que les points qui soient avant moins 2 ou après plus 2 soient beaucoup plus hauts sur le graphique. D'accord ? Ça, c'est la version simplifiée de l'overfitting. Mais on va voir un peu plus tard que il se passe la même chose quand on a beaucoup plus qu'une seule variable en entrée. Et les conséquences, de manière générale, sont assez drastiques. Donc ça, c'est avec une courbe. Qu'est-ce qui se passe avec un arbre de décision ? Typiquement, un arbre de décision, enfin, ou plutôt une random forest, mais aussi un arbre de décision, vous pouvez faire des splits jusqu'à temps que l'arbre de décision colle avec 100% de précision à votre jeu d'entraînement. C'est-à-dire, si vous ne lui mettez pas de limite à votre arbre, il va faire des branches jusqu'à temps qu'il trouve une branche pour chaque exemple et qu'il y ait une précision de 100%. Sauf la seule exception qui pourrait se produire, c'est si vous avez un point jaune et un point rouge exactement au même endroit. Là, il prédira soit jaune, soit rouge pour les 2 points, et donc là, il y aura une petite erreur. Mais si tous les points sont séparés dans le subset des features, on peut créer des branches jusqu'à temps qu'on trouve un fit parfait sur le jeu de données sur lequel on s'entraîne. C'est très dangereux.
Donc du coup, il y a une parade pour ça. Et il y a une parade qui est a priori très simple, c'est de séparer son jeu d'entraînement en deux, mais on va voir que plus on avance dans la complexité des projets, plus on peut séparer en deux, en trois, en quatre, en cinq parties même. Et donc on va évoluer là-dessus. Donc l'idée, par contre, là, il y a quelques subtilités qu'il faut garder en tête, y compris pour les data scientists, au niveau du trend test split. Donc l'idée principale, c'est j'ai un jeu de données, je vais en garder une partie et une partie seulement pour l'entraînement, et je vais garder une partie de ce jeu de données à laquelle je ne vais pas toucher. Et une fois que j'aurai fini d'entraîner mon modèle, je vais faire une prédiction sur ce jeu que j'ai gardé à part pour voir comment je m'en sors si jamais demain j'utilisais ce modèle en production. Et c'est ça qu'il faut retenir, le jeu de test sert à simuler la production. Si demain je mets ce modèle en prod, est-ce que j'ai bon ou est-ce que, le modèle, les perfs diminuent drastiquement et auquel cas il y a sans doute une perte soit de chiffres pour l'utilisateur final, donc qui est soit votre client si vous êtes une société de service, soit votre employeur si vous travaillez directement chez votre employeur. Et donc, les dangers, ça peut être une perte de chiffre d'affaires ou de clients ou ce genre de choses. Mais si vous faites les choses correctement, vous n'allez pas immédiatement mettre un modèle en production sur l'ensemble de vos données. Donc, la perte, elle risque d'être minime. Par contre, ce qui peut se passer, qui est généralement plus problématique, c'est la perte de confiance dans les décideurs envers le machine learning si vos performances se dégradent drastiquement en production. Et donc, l'idée, c'est de garder un jeu de test qui simule la production. Ce qui a plusieurs implications, une fois qu'on l'a défini comme ça, plutôt que de juste dire ce sera pour vérifier. Si on appelle le jeu de test un jeu de simulation de production, il y a plusieurs implications. La première, c'est que même si on ne fait pas de machine learning, il faut en garder un. Parce que si vous faites une règle de prix, par exemple, moi, dans le passé, il y en a certains parmi vous qui se rappellent que j'ai travaillé pour un client qui avait pour objectif voilà, j'ai des camions qui arrivent dans mes magasins, et j'aimerais savoir si mes fournisseurs ont bien rempli leur rôle ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il va manquer quelque chose dans la commande que je reçois. D'accord. Vous pouvez bâtir un modèle de machine learning qui va vous dire oui, effectivement, là, il risque de manquer quelque chose, sauf que des fois, votre modèle de machine learning il va vous dire effectivement, il manque quelque chose, mais le temps que vous passeriez à contrôler la commande pour vérifier si effectivement le modèle a bon ou pas, il vaut plus cher ce temps-là que la valeur totale de la commande. Donc, dans ce cas de figure, c'est pas sûr que même si le modèle est sûr de son coût à 100%, c'est pas sûr qu'on ait vraiment envie de contrôler. Donc là, ce que nous, on avait inventé à l'époque, c'était de dire, écoute, si la commande, elle vaut moins que tant d'euros, on contrôle pas. Mais où est-ce qu'on met le curseur? Tant d'euros, c'est combien? Et donc là, du coup, l'idée, c'est de prendre un jeu d'entraînement. On ne fait pas de machine learning dessus, on se dit juste, si j'avais pris toutes mes données de 2018 et que j'avais fait un seuil à 100 euros, 200 euros, 300 euros, etc., est-ce que j'aurais perdu plus d'argent, moins d'argent, etc. Sauf que, donc, du coup, vous choisissez sur votre jeu de 2018 là où vous allez mettre votre seuil. Et ensuite, vous avez un jeu de test, les 6 premiers mois de l'année 2019, on va dire, et vous appliquez votre seuil à ces 6 mois. D'accord? Si vous aviez tout pris sur 2018 et 2019 et que vous aviez cherché au fur et à mesure, vous auriez peut-être trouvé un truc qui marche bien pour 2018 et 2019, une bonne règle de prix à un bon endroit, mais vous n'avez aucune garantie que si vous mettez demain cette règle de prix en prod, elle va tenir. D'accord? Donc il n'y a pas de machine learning, et pourtant c'est beaucoup plus sécure de quand même garder un jeu de test. D'accord? C'est la même chose si vous avez un threshold de décision, c'est-à-dire moi j'aimerais que mon modèle il soit sûr de son coût à 90% avant qu'on prenne la décision. Où est-ce que je mets le curseur? 80% de certitude du modèle, 85, 90, qu'est-ce qui est le mieux? Pour savoir lequel est le mieux, vous faites vos itérations sur le jeu d'entraînement et avant de mettre en prod, vous dites bon là j'ai trouvé un chiffre qui a l'air d'aller bien, je vais le tester en test. Et si ça tient en test, vous avez une garantie supplémentaire que quand vous allez mettre en prod, vous allez être solide. D'accord? Donc même sur machine learning, on fait un train test split et ça c'est fondamental, on n'utilise le jeu de test qu'une seule fois. Une seule fois, parce que sinon, le risque, c'est de refaire pour le jeu de test ce que vous avez fait pour le jeu d'entraînement. Vous testez votre threshold ou votre règle de prix sur votre jeu d'entraînement, vous la testez sur le jeu de test, elle ne marche pas. Bon, je vais en tester une autre, puis une deuxième, puis une troisième. Mais dans ces cas-là, c'est comme si votre jeu de test était devenu votre jeu d'entraînement. Vous n'avez plus de soupape de sécurité entre l'entraînement et la mise en prod. Donc, je m'aperçois que je bouge beaucoup mes mains, mais en fait, on ne les voit pas. Donc, je vais baisser un peu la caméra. Donc, l'idée, c'est que vous n'aurez pas de chance quand vous mettrez en prod. Soit ça va tenir, soit ça va planter. Et quand je dis planter, ça veut dire que tes performances vont être tellement médiocres qu'il faudra tout arrêter.
Si votre soupape de sécurité, vous en servez 5 fois, il n'y a aucune garantie que la 5e fois, cool, vous avez trouvé un bon chiffre, mais qu'est-ce qui vous garantit que ce n'était pas un overfit de la distribution de votre jeu de test? Rien. Donc là, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Je vous ai mis 2 citations de 2 personnes, une de Jeremy Howard et une autre de Cassie Kosciuszko. Jeremy Howard, donc, qui est un professeur à Stanford, et Cassie, je ne veux pas mal épeler son nom, Kosciuszko, pardon, qui est Chief Decision Officer chez Google. Donc les deux insistent que c'est une fois et une fois seulement. D'accord. Les deux ont même une idée qui est assez intéressante, je trouve, c'est de prendre le jeu de données de test et de le confier à quelqu'un et de lui dire, bah écoute, et de le supprimer de votre ordinateur ou de vos données à disposition et de dire, écoute, tu ne me donnes ce jeu de test que quand je te promets que je ferai plus rien derrière, d'accord. Et Cassie Kosciuszko va plus loin. Ce qu'elle dit elle, c'est si vous avez un peu de courage, vous faites une espèce de cérémonie en face de témoins pour dire voilà, là j'ai un modèle, on va le plugger avec une clé USB, vous allez me donner de la nouvelle donnée et on va faire le test ensemble. Comme ça, moi je vous prouve par A plus B que mon modèle fonctionne puisque vous me donnez des données que j'ai jamais vues, mon modèle non plus. Et regardez, ça tient la route. Mais vous allez me dire, bah, c'est un peu dangereux ça, parce que si en face de nos témoins, le modèle que j'ai utilisé enfin le modèle que j'ai entraîné sur mon jeu d'entraînement, en face de tous les témoins, il plante, bah, je me couvre de ridicule et je perds mon boulot. Comment faire pour que ça évite de se passer? Donc là, la solution classique, c'est de dire, bah, on va faire un deuxième jeu de test qu'on appelle le jeu de validation. Et donc le jeu de validation, c'est comme un jeu de test, mais lui, justement, vous pouvez vous en servir plusieurs fois. C'est la soupape entre votre jeu d'entraînement et votre jeu de test. Donc l'idée principale, c'est j'entraîne mon modèle sur des données, je vérifie que ça fonctionne pas trop mal sur un jeu de validation. Donc le jeu de validation, il ne les verra jamais pour s'entraîner. Et une fois que j'ai un truc qui fonctionne bien sur le jeu de données d'entraînement et le jeu de validation, les deux, là, je fais un test et un test seulement sur le jeu de test. Alors, tout ça c'est très bien, sauf que en fait, il y a beaucoup de subtilité dans la manière dont on fait les splits, d'une part, et d'autre part, quand bien même vous feriez bien vos splits, vous pouvez avoir des problèmes à cause de distribution. Et donc là, on va rentrer dans la partie un peu plus pointue pour les data scientists. Comment est-ce qu'on fait le split? Donc là, c'est John Mangan qui est à la fois medical doctor aux États-Unis, mais qui aussi a participé à des conférences de deep learning, et qui explique en fait qu'une erreur classique qu'il a vue dans pas mal de conférences, c'est des data scientists qui ont effectivement fait un split de leurs données, mais ils ont mis dans le jeu d'entraînement et dans le jeu de validation, et dans le jeu de test d'ailleurs, des images qui sont des images différentes, mais prises du même patient. Donc effectivement, l'image que j'ai montrée à mon modèle pour s'entraîner, c'est pas la même que celle qui valide, mais elle vient de la même personne. Et donc le danger de ce truc-là, c'est que si vous avez des scans, par exemple des scanners de cerveau pour détecter une hémorragie, le scanner, ce qui se passe, c'est qu'il est fait en 3D, donc il y a toute la partie du cerveau qui est scannée progressivement. Et donc ça fait vous faites une image, une deuxième image, une troisième image, 5, 6, 7, 8, etc. Et donc l'idée, c'est que en fait, entre cette image-là et celle qui est juste un tout petit peu en dessous, il y aura des différences, mais elles sont pas suffisamment. Ces deux images sont pas suffisamment différentes pour que il n'y ait pas un peu d'overfit si vous entraînez votre modèle sur l'une et que vous le validez sur la deuxième. Donc il faut faire attention. Il ne s'agit pas juste de prendre vos données et de les séparer au hasard en 60%, 20%, 20%, mais il s'agit derrière de stratifier. Et donc là, on a un exemple beaucoup plus pointu où là, ils ont fait une triple stratification. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé leur jeu de données en plusieurs jeux d'entraînement et de validation. Et pour éviter, donc c'est noté ici, hein, no patient overlap, ça veut dire que dans ce jeu d'entraînement ici, il y a tel et tel patient et il n'y a pas un patient A qui se retrouve à la fois dans ce jeu ici et dans le jeu d'à côté. Le patient A, toutes ces images sont ici, le patient B, toutes ces images sont là, etc. etc. Mais il y a aussi une stratification par rapport au nombre d'images qu'il y a par patient. Ils ont des patients qui ont 3 ou 4 ou 5 photos ou 10 même de leur grain de beauté. Et ils ont d'autres patients où il y a juste 2 photos du grain de beauté. Et donc là, dans chacun des splits ici, ils ont mis quelques patients qui ont beaucoup d'images et quelques patients qui en ont que 2 ou 3. Il n'y a pas un split où on a tous les patients qui ont 20 images et l'autre split à côté
avec tous les patients qui en ont juste 2. D'accord? Et enfin, le troisième split, il est fait sur à propos de la variable qu'il faut prédire, c'est-à-dire est-ce que cette personne ou pas a un cancer de la peau. Et la plupart des gens qui prennent des photos de leur grain de beauté, on s'aperçoit qu'ils n'ont juste pas, ils ont pas comment dire, de cancer de la peau pour la plupart pour l'instant. Et donc, la variable à prédire, c'est 1,8% du temps, il y a un cancer, et le reste du temps, il n'y en a pas. Donc, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver avec un split où vous n'aurez aucun exemple de cancer. Donc, c'est la troisième stratification. Donc, tout ça pour vous dire qu'une fois qu'on a compris en fait le concept de stratification, on peut le pousser autant de fois qu'on veut. On peut faire des quadruples ou quintuples stratification. Et plus on pousse le mécanisme, en fait, une fois qu'on l'a compris à la base, on peut le pousser, et plus on le pousse, plus on prend de sécurité pour la généralisation du modèle quand il verra des nouvelles données. D'accord. Donc ça, c'est un exemple. Pourquoi ok. Donc ça, c'est un exemple de concept un peu plus poussé de ce qu'on peut faire en train de test split. D'autres choses qu'on peut faire, c'est tout le monde connaît le jeu de train et de validation, en tout cas pour les data scientists pour la plupart. Je pense que beaucoup connaissent pas ce qu'on appelle le Able set et le Black Box set. Donc ça, c'est, enfin, je vous ai mis la source, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais en l'occurrence, c'est un truc qui est pas mal utilisé, notamment en computer vision. Le Able set, c'est un jeu où vous avez votre jeu de validation et votre modèle performe pas très bien dessus. Il performe bien sur l'entraînement, mais quand vous le passez en validation, pas terrible. Et donc vous vous dites, bah tiens, c'est curieux, j'aimerais savoir pourquoi. Donc vous allez regarder des images dans votre dataset, et vous allez dire, bah tiens, effectivement, vous allez prendre notamment les images où le modèle s'est planté, et vous allez les regarder vous-même pour regarder, tiens, ah oui, effectivement, là il s'est trompé, mais c'est parce que c'est mal labellisé, on change. Là il s'est trompé, là aussi, ah ouais, il y a 3 ou 4 images où il s'est trompé pour la même raison, c'est parce que l'image est sombre. Et donc là, vous allez pouvoir commencer à essayer d'adapter votre modèle en conséquence, c'est-à-dire, bah, tiens, je vais faire de la data augmentation ou je vais assombrir mes images. Okay. Le problème, c'est que si vous faites ça pour toutes les images où votre modèle s'est planté, vous pouvez réentraîner votre modèle 150 fois jusqu'à temps que vous avez pris en compte les images sombres, les images où il manque une partie de la photo, les images trop lumineuses, les images qui sont prises avec un angle un peu tilté. Une fois que vous avez pris en compte tous les exemples que vous avez vus de vos yeux sur lesquels le modèle se trompait, bah, peut-être que vous avez overfité votre jeu d'entraînement. Donc, pour éviter que ça se passe, vous prenez un jeu de A-ball à l'intérieur de votre jeu de validation, et donc vous prenez, on va dire, un quart ou un cinquième de votre jeu de validation, et vous regardez uniquement ce quart-là, et vous gardez l'autre en black box. D'accord. Et ce qui va se passer, c'est que si vous overfitez votre modèle par rapport à ce que vous voyez de visu, c'est-à-dire, tiens, j'ai vu qu'il y avait des images sombres, je vais améliorer mon modèle juste sur les images sombres. Ce qui va se passer, c'est que, au fur et à mesure que vous aviez un jeu de validation avec une métrique qui était à tel niveau, et sur votre jeu de A-ball, la métrique va diminuer, donc vous êtes devenu meilleur, et sur le jeu black box, celui que vous n'avez pas visualisé de vos propres yeux, là, il va y avoir un écart. Donc, s'il y a un écart, ça veut dire que vous êtes en train de commencer à overfitter votre jeu de validation. D'accord. L'idée étant que l'espoir que vous avez, c'est qu'en regardant quelques données de vos propres yeux, vous allez améliorer votre modèle sur ces données-là, mais aussi sur le reste du jeu de validation que vous n'avez pas regardé jusqu'à présent. Si c'est pas ça qui se passe, il faut commencer à se méfier. D'accord. Donc ça, c'est un exemple de comment on peut pousser la logique du train test validation. D'accord. Vous pouvez faire ça. Il y a aussi le concept de train validation, qui est un mix entre les deux sets. On va en reparler tout à l'heure, mais vous pouvez commencer à faire des choses assez intéressantes. Donc ça, c'était le premier danger, c'était l'overfit. Okay. Le deuxième danger maintenant, c'est les erreurs de setup. Elles tiennent aussi au fait que vous allez faire un train test split, qu'on vient d'expliquer, mais elles tiennent au fait que maintenant, votre train test split, il faut que vous fassiez très attention aux distributions, et c'est pour ça qu'on a parlé de ça en introduction. Votre jeu de validation, qui est ici appelé le jeu de dev set, d'accord, et votre jeu de test doivent refléter exactement ce que vous espérez avoir en prod. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez des images qui sont prises dans un hôpital, d'accord, de cancer de la prostate, et que vous espérez bâtir un modèle là-dessus et emmener ce modèle dans un autre hôpital,
vous risquez d'avoir un problème, notamment si, et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, si vous prenez vos scanners dans un hôpital européen et qu'ensuite vous vous cassez avec votre modèle en Asie, il y a des chances pour qu'il y ait des différences, je ne suis pas expert, je ne suis pas médecin, mais il y a des chances non négligeables pour qu'il y ait des différences physiologiques qui fassent que votre modèle généralisera pas dans l'hôpital d'à côté. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème aussi, c'est que quand bien même il n'y aurait aucune différence physiologique entre les gens à différents endroits de la planète, mais on a vu que c'était le cas pour la taille, pour les Indiens et les grands, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour d'autres variables. Quand bien même il n'y aurait aucune différence physiologique, vous n'avez pas la garantie qu'à l'hôpital d'à côté, ils vont utiliser la même procédure pour récupérer l'image et ensuite la numériser et la passer à votre modèle. D'accord? Donc c'est le deuxième problème. Donc il faut s'assurer, quand vous faites un jeu de validation et un jeu de test, que votre jeu de test il correspond à ce que vous aurez en prod. Sinon, vous pouvez avoir la meilleure métrique du monde sur le jeu de validation et le jeu de test. Comme les distributions ne correspondent pas, vous n'avez aucune chance de savoir si votre bonne métrique sur le jeu de test, elle se répercutera ensuite en prod. Et donc là, ce qui se passe, c'est que, là c'est une citation, hein, vous vous reposez sur la chance en fait. Vous espérez que ça généralisera. Mais vous n'avez aucun autre moyen que un test set avec une distribution identique ou à tout le moins similaire à votre mise en prod, vous n'avez aucun autre moyen que celui-là de prendre des précautions en amont de la mise en prod. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas la même distribution, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous risquez d'avoir un énorme drop de performance au moment de la mise en prod. Et donc là, les conséquences de ça, par exemple, c'est 4 mois de compétition pour rien. Donc là, c'est l'exemple d'une compétition Kaggle à laquelle j'ai participé cet été, où en fait, typiquement, donc vous avez ici la personne qui est arrivée troisième en prenant un kernel public. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément, Kaggle, c'est un endroit où il y a des compétitions de data science. Il y a des gens qui mettent à distribution des données et ils disent aux compétiteurs, produisez le meilleur modèle possible sur ces données-là. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de la compétition, il y a des gens qui partagent leur code et qui partagent leur modèle. Ils disent, voilà, moi j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et donc, ce qui s'est passé dans cette compétition, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris un modèle qui avait été partagé, je sais pas, au mois d'avril, il l'a fait tourner une quinzaine de fois. Il a fait des petits tests, il s'est amusé. Puis ensuite, il a quitté complètement la compétition, comme beaucoup de gens, parce que on bosse pendant un mois, puis il y a quelque chose qui se passe et on n'a plus le temps. Donc lui, il a arrêté de bosser. On le voit ici sur la colonne des mois. Un mois avant les autres, il a arrêté d'envoyer des propositions de modèles un mois avant tout le monde. Donc pendant le dernier mois de la compétition, il n'a rien fait du tout. Et il s'est retrouvé troisième, c'est-à-dire qu'il a gagné 5 000 $ avec un modèle qui était public. C'est-à-dire lui, il n'a pratiquement rien rajouté dessus. Et donc le problème, c'est pas tellement que lui, il a gagné 5 000 $, on a envie de dire tant mieux pour lui, sauf que le problème, c'est surtout pour les organisateurs, ceux qui ont créé la compétition. Ils espéraient avoir à l'issue de cette compétition des modèles qu'ils puissent utiliser dans les hôpitaux, ou en tout cas desquels ils puissent s'inspirer. Et au lieu de ça, ils ont des modèles qui ont tous l'air d'être très bons, puisque les métriques sont excellentes, 0,94, 0,93, etc. Les métriques sont très bonnes, mais parmi tous les modèles que j'ai à disposition, lequel je choisis maintenant, sachant qu'ils sont tous dans un mouchoir de poche avec le modèle de quelqu'un qui n'a rien fait. Comment on peut partir du principe que les autres sont meilleurs ou moins bons? Là, tout le leaderboard de la compétition, tout le classement est complètement obsolète ou caduque ou non avenu, quoi. Il est nul et non avenu. Donc là, on a des organisateurs qui ont, moi j'estime le coût d'une compétition Kaggle aux alentours de 100 000 $ entre les prix distribués aux compétiteurs et l'argent donné à la plateforme pour hoster la compétition. C'est 100 000 $ et 4 mois de temps perdus pour ceux qui ont organisé. Pour ceux qui ne maîtrisent pas trop Kaggle, j'ai conscience que tout ça, c'est peut-être pas très clair, donc j'imagine que certains d'entre vous auront des questions. Je les prendrai à la fin, je pourrai revenir là-dessus. J'ai toujours du mal un peu à expliquer ça de manière rapidement. Les autres conséquences d'un setup qui est mal défini, c'est vous aviez un modèle qui marchait très bien en test, vous l'avez mis en prod, ça tombe. Donc là, c'est un ami à moi qui travaille dans une grande boîte parisienne qui a eu ce retour-là d'un client. Donc ça, c'était assez fun quand il m'a envoyé ça. Ou bien l'équipe qui se plaint que toutes les semaines, votre client il fait des tests, mais il fait des tests qui sont différents à chaque fois. Donc lui, vous entraînez le meilleur modèle, vous passez le modèle au client et le client il fait des tests, ça ne fonctionne pas. Donc ça, vous pouvez perdre du temps et de l'argent, vous pouvez avoir un client frustré, vous pouvez avoir vos propres équipes qui sont frustrées. Donc c'est très 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 important. Si vous ne choisissez pas votre jeu de test et de validation sur une distribution identique ou ISO à celle de la production,
vous pouvez faire tout ce que vous voulez en matière de data science, de l'assembling, du feature engineering, vous pouvez passer des mois à faire de la R&D. Si ce setup-là, au départ, il est mal configuré, le reste, on va dire, c'est de l'espoir plus que du talent, du professionnalisme. Et donc l'idée, c'est que vous allez me dire, ouais, bon, ok, sauf qu'on n'a peut-être pas toujours des jeux de données qui sont identiques à ceux de la production. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut pas essayer de simuler voilà, on a un jeu de test, on sait qu'il n'est pas tout à fait d'écart avec la prod, est-ce qu'on peut pas faire une simulation? Là, c'est pareil. Il y en a qui ont testé leur chance là-dessus. Donc là, je vais lire pour ceux qui ont la rapidité de lecture en anglais, mais sinon pour les autres, en fait, c'est une autre compétition Kaggle où là, l'objectif c'était de prédire, voilà, vous avez 10 minutes de son de ce qui se passe dans la jungle. Dites-moi ce qui se passe à tel instant de l'enregistrement. Est-ce que vous entendez tel ou tel ou tel oiseau? D'accord? Et donc il faut reconnaître l'oiseau sur la base d'un enregistrement en forêt. Sauf que pour entraîner nos modèles, ce qu'ils ont fourni à la disposition des compétitions, c'était des enregistrements d'oiseaux en cage avec un microphone en direction de l'oiseau. D'accord? Donc c'est pas du tout l'oiseau dans son habitat naturel. Donc plusieurs postulats. D'une part, c'est que il va pas chanter de la même manière dans la cage que dans la forêt. Qu'est-ce qui se passe si dans la forêt il y a une femelle et que l'oiseau il chante plus fort ou plus aigu? On n'en sait rien. On n'a pas d'exemple de ça pour donner au modèle parce que là l'oiseau il est tout seul dans sa cage. Troisième problème, le micro d'enregistrement. Il y en a un qui est orienté vers l'oiseau quand il est en cage. L'autre micro qui fait les enregistrements dans la jungle, c'est un micro omnicanal 360. Donc on n'a même pas le même signal à montrer, quand bien même on aurait le même oiseau. Et enfin, vous avez donc ici des recordings qui ont été pris à 3 endroits différents en Amérique du Nord. Et l'idée, c'est, on vous a donné des exemples de sons, de background de jungle, sont les oiseaux, pour que vous puissiez prendre des oiseaux individuels et venir les patcher sur un exemple d'audio de jungle. D'accord? Donc, avec l'espoir que voilà, en faisant de la simulation, donc du patching, on arriverait à comment dire, à simuler, on va dire, une distribution isoprod. Ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines avant la fin de la compétition, il y avait toujours personne qui réussissait à faire un modèle qui fasse mieux que random. Et donc, vers la fin, ils ont réussi, mais avec des métriques qui sont de l'ordre de 0,63, etc. Donc 0,63 sur un jeu de test, aucune garantie qu'en prod, ça ne va pas tomber à 0,50. Donc là, c'est pareil. Simuler, on peut essayer si vraiment, 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 il n'y a pas d'autre option, mais c'est pas conseillé et vous prenez toujours le même risque. Hein. C'est que vous allez vous reposer sur la chance plutôt que de chaise. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que quand nous, avec quelques autres personnes, on s'était dit, tiens, est-ce qu'on participerait pas à ce truc-là? Je me suis rappelé de Kushenha, qui lui, sur la compétition de prostate ici, 3 mois avant la fin de la compétition, il a arrêté de bosser lui aussi. Et pour une raison simple, il a dit, voilà, quand j'ai fait un modèle simple, j'avais 0,87. Quand j'ai fait un ensembling de ce même modèle, je tombais à 0,85. Généralement, quand on fait de l'ensembling d'un modèle, on s'attend à une perf supérieure ou au moins qui est la même. Là, le même modèle, mais entraîné sur 5 versions de la donnée différentes, la perf est moins bonne. Et on n'a que 400 images en test. Il a dit, moi, dans ces conditions-là, je peux pas faire confiance à mon score de leaderboard parce qu'il n'y a que 400 images. Et je peux pas faire confiance à ma cross-validation parce que ma cross-validation, quand j'ai 0,90 ici, je vais sur le leaderboard, donc les données qui sont publiques sur Kaggle, et je tombe à 0,85. Donc comment je fais, moi, pour entraîner mon modèle et améliorer ma pipeline, sachant que je vais tester des trucs, ils feront mieux, je vais en tester d'autres, ils feront moins bien, mais j'ai pas de bon setup qui me permettent de savoir lequel fait mieux et lequel fait moins bien. Comme j'ai aucune solution pour savoir si ma pipeline s'est améliorée ou pas parce que le setup est pas bon, j'arrête de bosser. Donc lui, il s'est arrêté de bosser 3 mois avant la compétition. Et ensuite, une fois qu'elle s'est terminée, il est venu nous voir en nous disant, ou c'est pas 3 mois, c'est 2 mois, je l'ai écrit ici. Il nous dit, moi, j'ai arrêté de bosser parce que ça et ça. Et donc, en fait, ce type-là, il avait prédit ça ici 2 mois avant tout le monde. Et c'est là qu'on voit le niveau des grands masters sur Kaggle, c'est que lui, il est 13e mondial sur 150 000 inscrits, il a gagné plusieurs compétitions, et donc on va dire que son expérience
vient s'accumuler, son expérience j'allais dire, de compétiteur vient s'accumuler à cette citation ici, quoi. Donc, si vous ne faites pas confiance à Andrew Ng et à tous les auteurs qui ont publié ce bouquin, vous pouvez aussi faire confiance à un mec qui a plus les mains dans le cambouis. Et tous s'accordent à dire que si votre jeu de validation et votre jeu de test n'ont pas la même distribution que votre prod, vous êtes en danger. Maintenant, il y a la question qui se pose, c'est est-ce que dans le jeu de train, on peut avoir une distribution différente? Oui. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans votre jeu d'entraînement. Et vous verrez, et si dans votre jeu d'entraînement, vous mettez tout et n'importe quoi et que ça aide votre modèle à avoir une meilleure validation, vous êtes très bien. Parce que la validation, encore une fois, elle correspond à la distrib du test, et la distrib du test correspond à la distrib de la production. Donc si votre jeu d'entraînement dans lequel vous avez mis tout et n'importe quoi, il vous aide à entraîner un modèle qui score bien sur cette distribution, bah, tant mieux. Donc là, pour le jeu de train, il n'y a pas de problème. Ça risque de rendre votre itération plus difficile parce que si vous avez maintenant une différence entre l'entraînement et la validation au niveau de votre métrique, la différence, elle est due à quoi? Est-ce qu'elle est due au fait que les images que vous avez en validation, elles sont plus difficiles? Ou est-ce qu'elle est due au fait que vous avez overfité le jeu d'entraînement? Il y a deux choses qui ont changé. Il y a les données et le fait que vous avez entraîné. C'est difficile à dire si vous avez overfité ou si c'est un problème de distribution. Donc là, il faut être un peu plus malin et créer un quatrième jeu d'entre deux, où là, vous prenez un jeu de validation interne à votre jeu d'entraînement, avec toutes les données bizarres que vous avez mis dedans, et vous faites votre comparaison là-dessus. Et si votre jeu d'entraînement, donc c'est celui que j'avais mentionné ici, là, le train valide 7, ça sert à ça. C'est un subset de votre jeu d'entraînement qui vous sert à dire, OK, est-ce que j'ai overfité ou pas? Et ensuite, si vous avez la même perf sur entraînement valide, vous pouvez passer à valide. Et là, si maintenant vous avez une différence entre entraînement valide et valide, là, ça veut dire que les images du jeu de données de validation sont plus difficiles. D'accord? Donc, c'est une distribution qui est plus compliquée. Donc, typiquement, donc là, pour vous donner un exemple de problème d'overfit, c'est la généralisation d'ImageNet sur lui-même. Donc encore une fois, ImageNet, c'est le jeu de données d'1 million d'images sur lequel généralement on pré-entraîne tous nos modèles de deep learning. Et il y a des chercheurs qui se sont amusés à essayer de recréer un dataset ImageNet en suivant exactement la même procédure que celle qui est décrite dans le papier original. Donc ils ont rassemblé des nouvelles données, mais qui sont censées être récupérées de la même manière que les anciennes. Et ce qui se passe, c'est que on voit ici que un modèle qui avait 80% d'accuracy sur l'ImageNet jusqu'à présent, quand on essaie de répliquer la distribution, on tombe à 70. Donc vous avez une perte de performance de 10% sur un jeu dont on espère que la distribution est la même parce qu'on a suivi toutes les étapes possibles et imaginables pour qu'elle soit la même. Donc imaginez si, après avoir fait tous ces efforts, les mecs ils ont une baisse de perte de 10%, imaginez ce qui va vous arriver à vous si vous avez un jeu de test qui est sur une distrib et une production qui est sur une autre. Et donc ça a d'autres conséquences. C'est que, alors pourquoi ça se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on overfit? Là, par exemple, c'est le layer d'un réseau de neurones. Le layer 4, il va vous poser la question, tiens, est-ce qu'il y a une tête de chien dans cette image? Et si vous avez un gros chiffre qui sort de cette activation, ça veut dire oui, il y a une tête de chien sur l'image. Ou est-ce que vous avez ici des pattes d'oiseau? D'accord? Donc c'est des layers qui sont quand même très 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 spécialisés. Ici, on cherche à reconnaître des trucs un peu arrondis. Là, apparemment des pattes d'animaux également. C'est des layers qui se sont extrêmement spécialisés. Et donc, la plupart du temps, c'est de l'overfit à ImageNet parce que pour votre problème à vous, vous n'aurez pas besoin de layers spécialisés en chien. Quand vous faites de la détection de cancer de la prostate, ici, sur une image sur une biopsie de coloscopie, sur une biopsie de prostate, pardon, quand vous faites passer un modèle là-dessus, ça sert à rien de le faire passer sur des filtres. Tiens, est-ce qu'il y a un chien à l'intérieur de l'image? D'accord? Et pourtant, c'est ça qu'on fait parce que la plupart du temps, quand on lance un modèle de deep learning, on télécharge les poids pré-entraînés sur ImageNet. D'accord? Donc c'est devenu en fait presque un overkill. Et il y a Kai-Ming He qui est à l'origine des ResNet, qui a publié un papier qui s'appelle Rethinking ImageNet Pre-Training,
où il dit essentiellement ce que ma partenaire et moi, on a redécouvert au moment de cette compétition sur les prostates, c'est que si vous faites un entraînement sur un modèle not pre-trained, vous allez avoir des résultats qui sont similaires à si vous aviez pris des poids déjà pré-entraînés. Et donc là, ma partenaire comprenait pas trop. Elle fait, mais alors Imaginate ici, c'est quoi, ça sert à rien. Et donc là, je lui ai ressorti le papier. Effectivement, c'est pas que ça sert à rien, mais il y a plein de problèmes où vous pouvez repartir from scratch. Ça va vous prendre 4 ou 5 époques de plus, mais vous aurez un modèle qui aura pris des poids totalement différents de ceux de votre modèle pré-entraîné. Et donc peut-être que vous pouvez faire un ensembling d'un modèle pré-entraîné que vous avez fine-tuné et d'un modèle entraîné from scratch, et que les deux vont se compléter. D'accord? Donc là, c'est un petit tip pour les data scientists qui font du computer vision. Si vous vous êtes ennuyé jusque-là sur le train test split, j'espère que au moins ça vous aura fait un petit tool supplémentaire dans votre bag of tools. Donc oui, on peut essayer de simuler les conditions réelles, mais il faut vraiment, dans ces cas-là, il faut être très fair play, soit avec le client, soit avec votre manager, soit avec les stakeholders dans votre entreprise. C'est-à-dire qu'il faut leur dire, bah, ok, moi je veux bien essayer dans ces conditions-là, si vous me dites qu'il n'y a vraiment absolument aucun autre moyen de récupérer de la donnée, mais je préfère vous le dire tout de suite. Et donc là, je vous ai donné les éléments de documentation pour que vous puissiez le faire. Je préfère vous dire tout de suite, en faisant ça, on peut tout à fait faire 4 mois de R&D et avoir rien à l'arrivée. Maintenant, il y a un troisième danger, c'est l'évolution des distributions. C'est-à-dire que bah, vous avez une distribution de données, il n'y a rien qui nous garantit qu'elle va rester stable dans le temps. En fait, même la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que la distribution ne reste pas stable, elle change. Voilà, pardon. J'ai bougé sur l'affichage hier. Ok. Donc, et pourquoi elle change la distribution des données? Bah, tout simplement parce que le monde autour de nous échange. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison que les données restent stables. Donc, quel exemple ça peut prendre? Donc là, je vous ai mis la terminologie technique. Il y a ce qu'on appelle la dérive virtuelle et la dérive réelle. Et pour vous donner des exemples précis de ça, la dérive virtuelle, c'est quand la probabilité des variables a changé. D'accord? La probabilité de la variable cible ne change pas, mais c'est la probabilité des variables qui change. Qu'est-ce qui se passe? Bah, un nouveau fournisseur est arrivé, ou un nouveau magasin a ouvert. Donc ce qui se passe, ou bien alors, suite à une campagne de pub, on a plus de jeunes, et on a plus de clients. Donc du coup, quand vous allez rentrer votre modèle, vos variables dans votre modèle de machine learning, vous aviez un modèle qui avait appris à faire des prédictions avec des gens qui ont un âge de 35 à 55 ans, et maintenant, vous passez à votre modèle la variable âge toujours, mais cette fois-ci, il y a un chiffre 25. Et ça, votre modèle, il l'a jamais vu le 25. Vous lui avez jamais montré de jeune avant, donc il ne sait pas comment prédire là-dessus. Okay. Ce qui est possible aussi, c'est que l'équipement utilisé pour enregistrer la donnée a changé. Typiquement, vous voulez faire de la détection de phase dans un supermarché pour vérifier si une personne est déjà venue dans le magasin ou pas, et vous changez la caméra. Donc vous n'allez pas avoir les mêmes pixels qui vont arriver, les mêmes valeurs de pixels qui vont arriver en entrée d'un modèle qui a été habitué à avoir des images qui venaient de telle ou telle caméra. Okay. Donc là, je vous ai mis un exemple, donc c'est toujours sur la compétition des prostates. On avait deux institutions, donc c'est deux hôpitaux différents en fait. Et moi, j'ai rapidement entraîné un classifier pour voir s'il était capable de faire la différence entre les deux distributions. Et vous voyez que aucun problème pour le modèle à dire cette image, elle vient de tel hôpital, et cette image-là, elle vient de tel autre hôpital. Alors que pourtant, on parle de la même chose, c'est-à-dire c'est une biopsie. Donc c'est un prélèvement de tissu sur lequel on a mis de l'éosine pour que ce soit un peu rosé, sinon c'est transparent. Donc, on prélève un tissu, on met de l'éosine, on fout ça sur une plaque et on scanne. Et pourtant, donc on s'attendrait à ce que le résultat en image soit identique, mais les process font que, alors, est-ce qu'ils n'utilisent pas les mêmes lames, le même scanner, la même éosine, j'en sais rien, mais ça fait qu'en fait les images sont tellement différentes que votre modèle, aucun problème, il peut distinguer les deux. Donc vous comprenez bien que si vous entraînez un modèle sur Karolinska maintenant, sur ces données-là, et que vous faites une prédiction là-dessus, bah, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'il avait jusqu'à présent, donc il risque d'avoir du mal. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que au lieu d'avoir Karolinska et Radboud, vous avez Karolinska il y a 6 mois, et Karolinska maintenant avec une nouvelle caméra qui est celle de Radboud. C'est exactement la même chose, d'accord? Là, c'est un problème d'équipement. Vous avez une caméra qui a changé. C'est un exemple. Ou typiquement le microphone pour les oiseaux. Vous n'avez plus le même micro qui enregistre l'oiseau. Et enfin, un problème qui peut survenir aussi, ça je l'ai trouvé dans le Google Rules for Machine Learning que j'ai cité, je crois,
Il est où? Je l'ai mis plus tard. Ouais. Euh, bon, je reviendrai tout à l'heure, mais en gros, ça, c'est un exemple auquel je n'avais pas pensé, mais peut-être que vous, votre pipeline de données, qui fait la transformation avant de passer les données au modèle, peut-être que vous avez fait un bug peut-être qu'il y a un bug entre ce que vous aviez codé en train et ce que vous codez en production. D'accord? Et ça peut arriver à plein d'endroits. Donc, des fois, ça vaut le coup de se dire, tiens, je vais prendre mes données de prod, je vais les passer dans ma pipeline de train, et je vais voir si le modèle de train ressort les mêmes preds que le modèle de production. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un endroit dans votre code où vous n'avez pas manipulé les données de la même manière, et donc ce que vous passez en entrée au modèle, ça change. D'accord? Donc ça, tout ça, c'est des exemples de, bon, voilà, la variable cible, c'est toujours la même, mais par contre, les données ont changé. Maintenant, la variable réelle, c'est celle où voilà, les données sont toujours les mêmes. Par contre, ici, la probabilité que la variable cible change, elle a évolué. D'accord? Donc c'est typiquement bah, on a les mêmes fournisseurs qu'avant, les mêmes magasins, on a les mêmes clients, rien n'a changé. Mais par contre, la variable cible, c'est est-ce qu'ils vont acheter ou pas dans notre magasin. Celle-là, elle a totalement changé. Bah, et donc ça, c'est tout l'exemple de l'année 2020. Hein. Vous aviez les mêmes magasins, les mêmes clients et les mêmes fournisseurs, sauf que brutalement, on a décidé qu'il y avait un lockdown, enfin, un confinement, et donc bah, votre modèle de prédiction, d'un seul coup, il est plus bon parce qu'il a dit, bah, demain, moi je m'attends à ce qu'on vende tant de chiffres parce que on est dimanche, il fait beau, on a tels articles dans nos magasins, on s'attend vis-à-vis des cartes de fidélité et de la campagne pub qu'on a fait récemment à ce qu'il y ait tant de personnes dans le magasin demain. Vous lui passez vos 150 variables et il vous fait une préd. Sauf qu'il y a une variable qui est tout à fait nouvelle qui ne rentre pas dans le modèle, c'est ah bah en fait il y a un confinement. D'accord? Donc ça c'est un exemple extrême de changement de comportement de variables identiques. D'accord? Les gens ont le même âge, tout ça, mais ils n'ont plus du tout le même comportement. Ça c'est un exemple brutal et extrême, mais qui illustre très bien la problématique. Un exemple moins extrême, ce serait bah, tout simplement des prix qui évoluent dans le temps. C'est-à-dire, si vous faites un modèle qui a vocation à prédire le prix d'un appartement, bah, moi je peux vous dire que l'année dernière, le prix maximum pour un mètre carré dans la ville de Lille pour acheter un appartement, c'était 5 000 euros. C'était ce que vous pouviez payer de plus cher pour un appartement super clean en plein centre à côté de la gare. Aujourd'hui, il y a des trucs qui sont qui sont plus du tout en plein centre, qui sont absolument pas clean, qui sont pas près de la gare et qui sont arrivés à 6 000 euros le mètre carré. D'accord? Et donc, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire les appartements, ils font toujours la même taille, ils ont toujours, ils sont toujours voilà, une orientation sud ou pas, donc vous pouvez passer les mêmes variables à votre modèle, mais il y a eu de l'inflation parce que les taux sont bas. D'accord? Et donc, la variable cible ici, elle a changé. Okay? Alors que les variables qu'on passe en entrée du modèle, le nombre de chambres, la superficie en mètre carré, les variables ne changent pas, mais la variable cible, elle évolue. Donc là, un exemple de variable qui évolue dans le temps sur une autre problématique de fraude bancaire. Donc là, vous avez un exemple de variable qui, au fur et à mesure du temps qui passe, prend des valeurs qu'elle ne prenait pas avant. Là, dans les 6 premiers mois, vous avez la variable ne prenait jamais de valeur entre 800 et 1000. Plus tard dans le temps, ça devient beaucoup plus fréquent. Okay. Donc il y a plusieurs solutions pour ça. La première, c'est de faire un split. Et donc là, on revient sur les différentes stratégies entre une test split. Plutôt que de faire un split où vous prenez vos données en random et vous les mettez en validation, comme c'est fait ici à gauche, ça c'est un peu trop facile parce que votre modèle il va très vite détecter la tendance. D'accord? Pour être plus exigeant en faire votre modèle, vous pouvez dire bah tiens, mon jeu de validation, ça va être tout ce qui se passe après le jeu d'entraînement. Je vais prédire sur la suite. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de ce qui, la plupart du temps, c'est conseillé de faire ça plutôt qu'une cross-validation classique. D'accord. Dans les cours, je ne sais pas pourquoi tous les cours en ligne ou dans les universités mentionnent la cross-validation, mais c'est un truc qui est pratiquement devenu obsolète pour 95%, je pense, des use cases dans l'industrie. La méthode de facto, ça devrait être celle-là, je pense. Et c'est triste enfin, c'est un problème à mon sens que scikit-learn, la méthode par défaut, ce soit un training split qui prennent toutes les données et qui prennent 20% au hasard de tous les points qui sont là et qui les mettent dans un jeu de validation. C'est la méthode standard avec laquelle on code, mais en fait, je trouve qu'elle est plus adaptée du tout à ce qu'on fait aujourd'hui. On peut toujours revenir sur l'histoire du modèle que j'ai fait tout à l'heure, donc l'adversarial learning. Là, je m'en étais servi pour distinguer entre deux distributions de deux hôpitaux différents.
Mais on pourrait aussi se dire, tiens, problème de batterie, on pourrait aussi se dire, tiens, je vais utiliser un modèle pour dire, est-ce que toi, le modèle, tu es capable de me dire, ces données-là, elles viennent de Karolinska il y a 6 mois, et celles-ci, elles viennent de Karolinska en 2020. S'il est capable de le faire, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans vos données qui ont changé. Si vous arrivez à utiliser un modèle pour prédire ça, c'est mon jeu de données d'entraînement et ça, c'est mon jeu de données de validation, vous créez une variable cible. Cette ligne-là, elle va dans mon jeu de données de validation. Cette ligne-là, elle va en train, cette validation, train. Et vous entraînez votre modèle à prédire cette variable cible. Si votre modèle fait mieux que random, ça veut dire qu'il y a des variables à l'intérieur de votre dataset qui permettent à votre modèle de faire la différence. D'accord? Donc à partir de là, vous pourrez dire, ah bah effectivement, il y a une dérive, il y a une variable qui, au cours du temps, change. Typiquement, si à la suite d'une campagne de pub, vous avez des clients qui sont plus jeunes qu'avant, bah, votre modèle, si vous avez la colonne âge dans vos données, votre modèle va pouvoir dire, bah oui, moi je me sers de la colonne âge et je m'aperçois que quand j'ai des clients en dessous de 32 ans, bah, à chaque fois, c'est du dataset de 2021 ou 2020 plutôt, deuxième semestre. Donc là, vous avez utilisé votre modèle pour détecter, non pas pour faire de la prédiction, mais pour détecter de la dérive. Okay. Donc ça, c'est des garde-fous qu'on peut utiliser. Et maintenant, la question, c'est, bah, OK, on est au courant que le monde y change, les données, elles ont bougé, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, il y a plusieurs options. La première option, c'est le réentraînement du modèle. Alors, c'est l'option qui vient immédiatement en tête. Son problème, c'est qu'elle a un coût. Je vais lire ça. Et là, vous avez deux options. Soit c'est l'oubli abrupt, c'est-à-dire bah, ok, j'avais de la donnée depuis 2015, mes données sont en train de changer, je m'en suis aperçu, je vais arrêter de prendre mes données en 2017. Tout ce qui est 2015-2017, je m'en sers plus pour l'entraînement du modèle parce que c'est obsolète et ça n'aide pas mon modèle. L'autre option, c'est de dire bon, je garde tout depuis 2015, pardon. En revanche, les données qui sont plus anciennes, je vais leur donner moins de poids dans l'entraînement du modèle. Alors vous pouvez faire ça, je pense, pour un random forest et pour des réseaux de neurones. Pour une régression linéaire, je ne suis pas sûr que vous allez réussir à faire ça. Enfin, il faudrait que vous la codiez vous-même et que vous rentriez dans le détail, mais en gros, l'idée, c'est dans le random forest, vous avez un paramètre qui s'appelle sample weights, donc vous lui passez une colonne de weights pour chacune de vos lignes et vous essayez de faire en sorte que ça corresponde à l'ancienneté de la data, et donc plus c'est ancien, moins c'est important pour l'entraînement. Et pour le réseau de neurones, vous pouvez faire à peu près la même chose en rentrant dans la fonction loss. Donc ça, c'est deux options que vous avez. Côté réentraînement. Mais le problème, c'est que il faut tout réentraîner depuis le début, donc il faut refaire tout un process. C'est pas gratos, ça prend du temps. Hein, faut prendre des précautions au niveau de la donnée. Il y a une autre option qui est de se dire, bah, je vais faire de l'ensembling. Donc je vais garder le modèle que j'avais entraîné jusqu'à maintenant. Je vais en créer un nouveau à côté avec des données plus récentes. Et ensuite, je vais dire, bah, vous allez me faire un vote, les gars, entre celui qui est plus, en donnant plus de poids au modèle qui est plus récent. Donc là, je vous ai mis un exemple d'ensembling classique, où là, vous faites trois modèles différents. Et soit vous leur donnez aucun poids chacun, donc ils ont tous les trois le même pouvoir de vote, soit vous dites, bah, mon random forest, il est beaucoup plus costaud ici que ma régression, polynomiale. Et du coup, bah, vous dites, bah, tiens, je donne plus de poids à mon random forest, mais j'en donne quand même un petit peu à ma régression polynomiale parce que des fois, elle a des petits insights sympas. Okay, donc ça, c'est du weighted en fonction des modèles. Et là, donc, ce qui se passe pour la dérive, c'est qu'on prend là, cette fois-ci, on prend le même modèle que celui qu'on avait depuis le début. D'accord? Donc, on avait fait une seule random forest. Donc là, on reprend la même entraînée pareil, mais sauf que celle qui est ici et celle-ci, on les entraîne sur des données plus récentes. Et donc là, on va leur donner un poids, un weighted average. Et plus le modèle a été entraîné sur des données anciennes, moins on tient compte de son avis au moment de prendre la décision finale. D'accord? Donc voilà, ça c'est un autre exemple de stratégie que vous pouvez adopter pour vous adapter, on va dire, à la dérive. Donc, il y a plusieurs conclusions à retenir de ça. C'est un chantier très vaste. Hein. J'ai fait un peu plus que scratcher la surface, mais il y a énormément de choses à traiter. Rien que ça, là, la détection de la dérive, c'est un champ de recherche à part entière, et l'adaptation à la dérive, c'est un champ de recherche à part entière aussi. Donc la réponse à l'énigme, c'est que on s'en fout en fait de savoir si vous utilisez Python, R ou SageMaker. Ce qui est surtout important, c'est le setup.
Si vous n'avez pas dans votre jeu de validation d'entraînement des données qui sont isoprod, vous pouvez utiliser SageMaker, vous pouvez faire de l'ensembling, du stacking avec du future engineering de folie et 6 mois de R&D. Vous n'avez aucune garantie. D'accord? Donc c'est plus la stratégie d'ensemble que la tactique qui vont être importants sur est-ce que votre projet de machine learning va tenir la barre ou pas au moment de la mise en prod. Donc les conclusions, c'est il faut à tout prix avoir un jeu de test, même si vous ne faites pas de machine learning. Et ce jeu de test, il faut l'utiliser qu'une seule fois avant la map. D'accord? Si vous l'utilisez une seule fois avant la map et que vous avez une performance catastrophique, il faut scratcher le projet et tout refaire. Il faut repartir de zéro avec un nouveau dataset, un nouveau dataset de test. C'est dur, ça fait mal, mais si vous ne faites pas ça, vous pouvez vous relancer dans 3 mois de dev pour avoir une bonne métrique sur le test. Et 3 mois plus tard, vous crachez en production. Donc le jeu de test, c'est une fois. La distribution du jeu de test doit être la même que celle de la prod. Sinon, vous n'avez aucune garantie de succès. Comme votre jeu de test, vous allez l'utiliser qu'une seule fois, ce serait mieux si votre jeu de validation il avait la même distrib que le jeu de test. Sinon, vous allez vous améliorer votre perf 5, 6, 7, 8 fois sur la validation. Comme ce n'est pas la même distribution, de l'un à l'autre, vous allez planter. Rappelez-vous ImageNet, hein, en essayant de récréer un truc avec la même distribution, on n'est déjà même pas sûr de notre coup, donc imaginez ce qui se passe si vous n'avez pas la même. Et si c'est vraiment, vraiment, vraiment impossible pour des raisons de coût, alors là, il faut vraiment faire un calcul coût-bénéfice, c'est-à-dire si vraiment ça vous prendrait 6 mois pour un salaire qui est supérieur à celui d'un data scientist de collecter de la donnée et de la labelliser, là, peut-être que vous êtes obligé de faire avec les moyens du bord parce que vous n'avez pas les moyens et vous ne pouvez pas faire autrement. Donc là, si vraiment c'est impossible, il ne faut pas simplement que ce soit ça va être chiant, on va faire collecter de la donnée, on ne sait pas par où commencer. Il faut vraiment que vous ayez fait le calcul. Si on voulait 10 000 exemples supplémentaires de données isoprod, ça nous coûterait 1 million, on ne les a pas, on ne peut pas faire ça. Il faut vraiment que ce soit impossible. Là, vous essayez de synthétiser, mais c'est vraiment votre dernier recours. Enfin, une dégradation des perfs de la test du test vers la prod, généralement c'est ça qui va se passer, il ne faut juste pas que la dégradation de perf soit trop drastique. Et ça, c'est à cause de la dérive naturelle des données. Cette dérive, elle provient de l'évolution du monde réel, d'accord. Elle ne doit surtout pas provenir de votre pipeline. Si vous avez donc là, c'est votre boulot de data engineer, de data scientist, de vous assurer de ça. Et enfin, cette dérive, on sait qu'elle existe. Il y a moyen de s'y adapter, mais ça a un coût, donc il faut aussi prendre en compte. Et là, je m'adresse moins aux data scientists, mais plus aux chefs de projet et aux managers. L'idée, c'est que prenez ça en compte dans la budgétisation de votre projet parce que vous aurez à faire face à ce problème à un moment ou à un autre. Donc, et enfin, je vous parle d'une petite solution, la solution du futur, sur laquelle on a un thésard donc chez Sicara dans mon entreprise qui est en train de travailler. Où là, vous voyez qu'on a deux distributions ici qui se superposent mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc lui, son idée, c'est, alors ça se voit pas très bien sur la slide, mais en utilisant un algorithme qui s'appelle l'optimal transport, on arrive à avoir ici un beau matching. L'idée, c'est mon point qui est plus à gauche, je le match avec le point qui est le plus à gauche de l'autre distribution. Et donc, si vous voulez généraliser ça à un réseau de neurones qui fait de la détection sur des images, vous passez votre image dans un feature extractor. Feature extractor, c'est ça, hein, c'est votre layer ici qui va vous dire tiens, ici j'ai un chiffre très élevé, ça veut dire qu'à cet endroit de l'image, il y a une tête de chien. D'accord. Et ensuite, c'est tous les chiffres que vous avez à la sortie de votre feature extractor, vous les passez non pas dans un KNN, mais dans un optimal transport. Et là, ça va vous dire tiens, ok, la distribution elle est différente, mais le point le plus proche de celui que j'ai quand moi je fais ma prédiction en production, le point le plus proche dans ce que j'ai connu jusqu'à maintenant, ok, il est très éloigné, mais c'est quand même celui-là le plus proche, c'est un chien. Okay. Donc ça, c'est un truc qui a l'air quand même vachement prometteur pour s'adapter à la dérive. Nous, on mise quand même pas mal là-dessus. Et donc, il y a des papiers intéressants sur le sujet qui sont sortis à l'ICR 2020, pour ceux que ça intéresse. Donc oui, en fait, ça, c'était un peu mon ouverture. Donc maintenant, je vous ai mis les ressources dans la dernière slide. Il y a un bouquin, un livre blanc de Quantmetry qui s'appelle l'IA en production, qui traite de ces données, qui est vraiment pas mal. Les Research Rules for Machine Learning de Google, qui sont très intéressantes. Donc les 3 premiers, c'est des e-books, donc ils sont consultables. Il y en a certains, je pense que vous aurez gratuitement, et d'autres où il faudra peut-être mettre votre email, mais il n'y en a aucun qui est payant.
Et ensuite, ça pour les data science, ça c'est un papier de recherche, celui-ci aussi, et ça c'est un cours de machine learning délivré en 2017, mais qui est plein de tips and tricks sur ces questions-là, qui sont, à mon sens, ou en tout cas de ce que j'ai pu voir, abordés nulle part ailleurs dans ce contenu sur Internet. Donc, pour ceux qui mettent les mains dans le cambouis, les data scientists, si vous voulez regarder là-dessus, je vous invite à le faire parce que le cours est vieux, mais il y a des pépites dedans qu'on ne retrouve pas même dans les cours de 2020. Voilà pour moi. Donc maintenant, si vous avez des questions, je suis ravi de les prendre. Alors, bah, il y a un commentaire en tout cas d'Anissé déjà, qui date d'il y a un petit moment, mais à 7 heures, ouais, donc il y a 40 minutes. Dans le cas du retail, l'équivalent, c'est de bien séparer les achats d'un client pour qu'il ne se retrouve pas à la fois dans le train et le test. Oui, tout à fait. C'est le même exemple que pour celui du médical, c'est-à-dire que si vous avez un client qui est à la fois dans le train et le test, les variables que vous allez passer au modèle, c'est les mêmes, c'est-à-dire bah, le client, il a toujours le même âge, il a toujours les mêmes préférences d'achat antérieures. Vous passez au modèle les mêmes données, donc il y a de fortes chances que le fait de l'avoir vu en entraînement, ça l'aide beaucoup pour la validation. Moi, j'avais une question. Yes. C'était plutôt sur parce que c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup avec du coup l'imagerie médicale où finalement chaque image est acquise par un centre différent et le but à chaque fois c'est d'appliquer ça sur des données qu'il n'a jamais vues. Du coup, il y a des gros problèmes de généralisation. Est-ce que tu Mhm. penses que vraiment que du coup ce que tu avais parlé à la fin, cet algorithme de matching un peu d'histogramme, Ouais. ça soit une réponse à ce type de problème? Bah, alors le matching d'histogramme, c'est juste pour la visualisation facile sur une slide, mais en effet, l'idée, c'est une fois que tu as passé. Il faut voir, hein, là pour l'instant c'est en cours de développement, mais en tout cas c'est l'objectif affiché. Et pour l'instant, j'ai pas mis les perfs parce que c'est un tableau de perfs un peu lisible, donc dans les slides c'est pas fou, mais pour l'instant ils ont des résultats prometteurs, quoi. Donc en tout cas avec la comparaison. Donc en fait l'idée c'est que là tu passes ton optimal transport à l'intérieur de ton réseau de neurones juste avant la loss. Donc c'est une brique que tu viens rajouter à ton réseau de neurones en fait, qui permet de venir aider le modèle à s'adapter à des distribs différentes. Maintenant, il y a une assumption quand même, enfin une hypothèse de départ, c'est que les données viennent de la même distribution de distribution. Donc là, bon, là, faut suivre, mais du coup, si cette assumption elle n'est pas pertinente sur ton problème, à mon avis, la réponse ce sera non. Mais je pense qu'elle l'est. Alors, Yasmine, il y a une question de Yasmine. Ouais. J'ai une question. En application avec l'imagerie médicale, si on veut détecter un cancer, par exemple, si dans notre jeu train et validation, on a autant d'images cancéreuses que non cancéreuses, mais que dans notre jeu de test, on a 10% d'images cancéreuses et le reste non cancéreuses, c'est un problème. Bah, alors oui, c'est un problème parce que, en l'occurrence, moi, ce que je déduis de ta question, c'est que bah, ton jeu de test et de validation, ils viennent pas de la même distrib. S'ils venaient de la même distrib, tu aurais le même pourcentage de chance de ta variable cible. Quand je dis qu'ils viennent pas de la même distrib, ça veut dire que si enfin, ton jeu de validation et de test, si ton jeu de train, il avait 50-50 et qu'ensuite validation et test, là, il y avait 10%, ça, ce serait une chose. D'accord. Mais là, tu me dis que ta validation, elle a le même que le test, et ça, donc, que le train, pardon. Et donc, déjà là, il y a un premier problème. Maintenant, l'étape d'après, c'est bon, tu as réussi à trouver une solution pour qu'en test et en validation, il y ait 10%. D'accord. Et ensuite, tu as un jeu de train où là, il y a 50%, c'est 50-50. Bah là, à toi de voir. C'est-à-dire que tu vas entraîner ton modèle sur 50-50 et tu vas voir s'il généralise bien sur des exemples où il n'y a que 10%. Si c'est pas le cas, soit tu as overfité, soit il y a un problème de data mismatch. Et le problème de data mismatch, tu peux le calculer en créant un quatrième jeu de données qui est le train, le train slash validation set, qui est un jeu à mi-chemin entre les deux. Ok. Et sinon, de manière générale, bah, la class imbalance, c'est toujours un problème. Une solution pour ça, c'est aussi de se dire, bah tiens, je vais enlever du coup 80% de mon jeu de données de test là où il n'y a pas de cancer, plutôt là où il y a un cancer, de manière à ce que la répartition dans mon jeu d'entraînement soit la même que sur les deux autres. Okay, donc c'est ce qu'on appelle de l'undersampling. Donc là, tu as un jeu de train qui est énorme, mais il est 50-50.
Donc tu vas essayer de recréer un jeu d'entraînement où c'est à nouveau 90-10. Ça, c'est une option. Et donc la vraie question, c'est est-ce que c'est un problème? Qu'il y ait une différence entre validation et test, ouais, ça c'est un problème. Si tu arrives à faire en sorte qu'il n'y ait plus de validation, qu'il n'y ait plus de différence entre ces deux-là, mais que par contre en train, il y a une différence, est-ce que oui ou non c'est un problème? Là, c'est à toi de voir ton train de modèle et tu vois si ça crache sur la validation. Si ça crache, c'est que oui, c'est un problème. Ce ne sera pas forcément le cas chez toi. Question de Thibaut. Si on n'a pas la date à laquelle les données ont été collectées et qu'on n'a pas de contraintes type différence de sto patient, tu conseilles de faire un truc plus intelligent que le random slit ou globalement ça fait le taf si on a suffisamment de données? Si on n'a pas la date à laquelle les données ont été collectées, qu'on n'a pas de contraintes. Non, non. Si tu pars du principe que tes données en production, elles seront ISO avec ce que tu as là, dans un cas de figure comme celui-là, tu peux laisser en random. J'imagine que la question là, elle porte plus sur de l'application texte. Effectivement, peut-être qu'il y a eu un shift de la distribution entre 2018 et 2019 parce que Aya Nakamura étant arrivé, il y a des nouveaux mots dans le vocabulaire qui sont arrivés et donc les commentaires sur Internet ont changé. Mais à part ça, le langage évolue pas assez rapidement pour que les données en entrée des modèles soient drastiquement différentes. Donc je pense que là, sur une application NLP, puisque j'imagine que c'est le cas dans ton cas, tu n'auras pas de souci. Denis, quand ton processus de maths fait appel à un humain, tout est automatisé sur les données de test. Peut-être en attendant, du coup, j'ai une deuxième question. Yes. C'est sur de l'imagerie, du coup, toujours. Mhm. C'est, imaginons, du coup, sur le même problème qu'on applique sur une distribution qu'on ne connaît pas. Yes. Est-ce que je me suis posé la question, est-ce qu'une des solutions ne serait pas, du coup, de créer un espace commun pour appliquer notre modèle et un genre un peu comme du cycle GAN, en fait, de créer Ouais. un espace du coup commun et entraîner toujours un modèle de deep learning sur cet espace commun. Comme ça, qu'on a de nouvelles données, même si elles deviennent d'un centre inconnu, on le mettrait sur cet espace commun, plus ou moins. Et du Mhm. coup, comme ça, il y aurait une distribution euh, une distribution du coup plus, comment dire, homogène que si c'était totalement cette partie de GAN va prendre en entrée du coup l'image et va la mettre dans une distribution plus conforme à ce qu'il a l'habitude d'avoir en entrée. Est-ce que tu penses que ça peut être un bon moyen d'homogénéiser les distributions quand on n'est pas sûr d'avoir quelque chose totalement ISO avec la prod? Ok, donc l'idée, c'est d'entraîner un modèle à transformer une image d'une distribution vers une autre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Le problème de ça, c'est que tu vas entraîner ton modèle à, à transformer une image d'une distribution vers une nouvelle distribution. Mais si enfin, donc tu pars de l'hôpital de Lille et tu transformes les données pour qu'elles correspondent à l'hôpital de Paris. Ok. Le problème, c'est que toi, tu espères que du coup, en ayant fait ça, un jour, je pourrais prendre des données de l'hôpital de Rouen, les mettre dans la même pipeline et les transformer en Paris. Mais C'est comme ça. Lille et Rouen, c'est pas la même distrib, tu te retrouves avec le même problème. C'est-à-dire que tu vas passer des images dans un modèle qui, en input, seront pas l'input habituel auquel le modèle est habitué. Du coup, il va te sortir une prédiction, mais est-ce qu'elle va ressembler à celle de Paris? Rien n'est moins sûr parce que c'est une nouvelle image. Enfin, le modèle, il a appris step A, step B, step C. Ça suffit pour entraîner une image de Lille vers Paris, mais il y a rien qui permet de garantir que step A, step B, step C, ils permettent aussi de transformer Rouen vers Paris. Donc, ça risque d'être un danger. Maintenant, peut-être que. Non, honnêtement, je pense que ça marcherait pas. Enfin, ça marcherait si les distributions entre Rouen et Lille sont pas trop éloignées. Mais je suis pas sûr que ce soit une solution, qui fonctionnerait pour tout. Alors, ensuite, il y a Karine. Karine, lorsqu'on a des données ordonnées dans le temps, on a forcément une corrélation sur certaines variables dans le train et le test. Une rate d'un tennisman de 2018 à 2019. Yes, ce
Ce qui est la raison pour laquelle tu veux faire en plus de la stratification, c'est-à-dire que ton tennisman qui est en train, tu veux pas qu'il soit en test. Maintenant, enfin tout dépend ce que tu cherches à prédire, mais si tu cherches à prédire le winning rate d'un tennisman basé sur qu'est-ce qu'il a mangé le midi, est-ce qu'il a bien dormi la veille et est-ce qu'il a suivi un entraînement avec le champion du monde d'il y a 2 ans, ben, tu veux pas avoir à la fois dans ton train et dans ton test le même tennisman. Parce que sinon, c'est trop facile. Alors, du coup, ensuite, il y a Noël. Est-ce que Alors, ouais, du coup, il y a un rebondissement, enfin une réponse et un follow-up de Karine. Je prends le follow-up de Karine et je réponds à Noël juste après. Donc, c'est une classification de Victor. Ok, donc, est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va gagner? Et donc, du coup, l'idée, c'est. Ouais, donc là, tu veux faire une prédiction sur tous les joueurs et tous les joueurs ont joué l'année dernière, donc tu veux pouvoir prédire qu'ils vont jouer l'année prochaine aussi. Je pense que l'idée reste la même, c'est-à-dire que pour ce qui est de la validation et du test, euh, pour ce qui est de la validation et du test, tu veux quand même avoir des exemples de tennisman que tu n'as pas vu en entraînement. Et ensuite, l'année prochaine, bah, ton modèle sera sans doute un peu meilleur sur les tennisman qu'il a vu en entraînement de ceux de l'année dernière, mais, donc là, c'est pas un problème là-dessus. Le problème, c'est qu'il sera peut-être un peu moins bon sur les autres. Mais encore une fois, c'est pas un problème parce que là, en l'occurrence, ce que tu cherches à faire, c'est vraiment c'est de la prédiction sur les mêmes données en fait. Donc maintenant, enfin, tout dépend ce que tu mets en fait en entrée de ton modèle comme variable. C'est-à-dire si tu mets juste le nom du tennisman, euh, là, c'est effectivement un problème parce que tu apprends que Roger Federer a gagné tout le temps, donc l'année prochaine, tu vas prédire qu'il va gagner tout le temps aussi. Si les variables que tu rentres en entrée, c'est des variables qui sont indépendantes du joueur, c'est-à-dire on peut faire en sorte que tel joueur d'à côté reçoive la même variable d'entrée que Roger Federer, c'est-à-dire bah, il faut qu'il suive tel régime alimentaire et qu'il ait tel entraînement sur le service le mardi, etc. Si c'est ces variables que tu cherches à comparer, là le problème ne se pose pas. Ensuite, donc on a une question de alors, on a une question, donc là, ok, on a Noël. Est-ce que le jeu de validation a vraiment du sens dans un cas réel? Pour moi, le jeu de validation a du sens que si je teste ne change pas, profiter le jeu de test. Sauf que dans la vraie vie en entreprise, tu peux faire varier le jeu de test en faisant un random split, justement. Je ne comprends pas comment tu peux faire varier le jeu de test parce que le jeu de test, c'est un jeu de test que tu utilises qu'une seule fois. Donc il n'a pas vocation à varier, c'est un truc que tu gardes avant de mettre en prod, tu l'utiliseras pour voir si tu mets en prod demain, tu te casses la gueule ou pas. Donc en fait, comme ton jeu de test, c'est une soupape de sécurité avant la mise en prod, c'est juste pour dire, tu fais un test dessus, et si ça se casse la gueule, bon, bah, tu mets pas en prod. Ça t'évite de perdre plein d'argent. Donc, ce jeu de test-là, tu as vocation à l'utiliser une fois juste pour t'assurer que tu ne vas pas perdre de l'argent demain en mettant en prod. Donc, comme tu ne peux utiliser celui-là qu'une seule fois, il faut bien que tu fasses un jeu de validation. Sinon comment tu fais pour décider quel modèle tu vas tester sur ton jeu de test? Parce que tu vas en faire 15, tu vas faire un réseau de neurones, tu vas faire un random forest, tu vas faire un random forest avec tel paramètre, un random forest avec tels autres paramètres, tu vas faire une régression linéaire. Tu as tous ces modèles-là que tu as développés, lequel tu choisis? Tu peux pas choisir en utilisant le jeu de test, sinon tu risques d'overfitter. Donc il faut que tu aies un truc qui te permette de choisir. C'est à ça que sert le jeu de validation. Donc oui, en entreprise, c'est tout à fait indiqué d'en faire un, c'est même, je pense, indispensable. Dans le jeu, sauf que dans la vraie vie, ouais, voilà. Ensuite, donc ouais, classification de victoire. Comment prendre en compte les accidents de physique du tennisman? Bah, si tu as les variables, si pour toutes les années précédentes, tu as en variable en entrée de ton modèle, est-ce que ce joueur a eu un accident physique dans les 3 derniers mois, 12 derniers mois, etc. D'ailleurs, tu peux faire du feature engineering pour rajouter, si tu as juste pour les 3 derniers mois, bah, ça te fait aussi pour les 6 derniers mois. Enfin, si tu as la date, tu peux dire les 2 dernières semaines, etc. Donc, tu peux créer des colonnes. Si tu as cette info, bah, tu peux entraîner ton modèle dessus. Et donc, l'année prochaine, tu pourras rentrer l'info. Tiens, Roger, là, dans les 2 dernières semaines, il a eu un accident. D'accord. Si tu n'avais pas cette info à la base, bah, tu ne peux pas t'en servir pour entraîner le modèle, donc tu ne pourras pas t'en servir l'année prochaine pour faire la prédiction. Donc là, c'est vraiment tout dépend des variables que tu avais à la base. Alors le split sur les time series, parce que moi justement pour éviter qu'il y ait de changement de distribution entre test et entraînement, il faudrait mieux faire un random split.
Oui, mais alors voilà, alors c'est pas grave en fait si tu as. Ok, ouais, je suis un peu fatigué. En fait, c'est pas grave si tu as un changement de distribution entre le train et le test. D'accord? Entre train et test, pardon, c'est pas grave. Entre train et validation, c'est pas grave non plus. C'est grave si tu as une différence de distribution entre test et prod. Ok? Parce que si test et prod, c'est pas la même chose, bah, tu vas faire ton test avant de mettre en prod. Cool, ça s'est bien passé sur le jeu test, donc je peux mettre en prod. Mais la prod, elle n'est pas du tout pareille. Donc en fait, ton jeu de test, c'est une soupape de sécurité qui ne sert absolument à rien. Donc il faut que ce soit la même distrib. Et par la force des choses, comme ton jeu de test, tu vas t'en servir qu'une fois, il te faut un jeu de validation qui soit sur la même distrib que le test, parce que tu vas itérer sur la validation jusqu'au moment où tu as un modèle qui a le meilleur score possible sur la validation. Et tu dis, bah, comme il a le meilleur score possible là-dessus, c'est ce modèle que je choisis. Mais pour derrière que là, il y ait une corrélation entre la performance de ton modèle en validation et en test, il faut qu'ils aient la même distrib. Maintenant, si en train, c'est pas la même, c'est pas grave. Est-ce que je peux réexpliquer la slide du time series split? Yes, je vais repartager l'écran. Sure. Ici, donc la slide du time series split, elle est où? Elle est là. Donc là, fichage lire. Ici, c'est l'ensemble de ton jeu de données, d'accord? Il va de 2012 jusqu'à fin d'année 2012. Là, on a fait un random, à gauche, on a fait un random split, c'est-à-dire qu'on a pris 20% de la donnée au hasard dans tout le jeu de données. Donc, on a enlevé des points. Vous voyez bien ici, on s'attend à ce que la donnée, il y ait des points au milieu. En fait, la donnée pour les 5 premiers mois, la vraie donnée, c'est celle-ci. D'accord? Il n'y a pas de trou au milieu. Il y a des points, des points, des points, etc. Là, on a la même chose à gauche, sauf qu'on a enlevé des points au milieu pour les mettre dans le jeu de test. Ok. Le problème, c'est que là, c'est très très facile pour un modèle de prédire un truc comme ça, parce que comme il a vu toutes les données qu'il y avait autour, c'est comme si tu te servais en fait des ventes du mois de mars pour prédire les ventes du mois de février. D'accord? Ou même plus spécifiquement encore, c'est comme si tu te servais des données du 26 mars et du 27 mars pour prédire les données du 25. D'accord? Tu sais ce qui s'est passé avant, tu sais ce qui s'est passé après, il faut prédire ce qui s'est passé au milieu. Le modèle a peu de chances de se tromper. Maintenant, utilise les données du mois de janvier au mois de juillet pour prédire les données de décembre. Plus difficile. Donc là, en fait, ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que tu es beaucoup plus exigeant avec ton modèle. Et surtout, tu le mets dans des conditions réelles. C'est-à-dire que le jour où tu auras fini de t'entraîner et que tu mettras en production, il faudra effectivement prédire le futur. D'accord? Prédire le passé, c'est un peu facile. Donc si tu as un setup dans lequel on s'en fout de la date, tu n'as pas besoin de faire ça. Maintenant, si tu as un setup dans lequel on cherche à prédire les ventes pour le mois prochain, ça ne sert à rien de prendre les données du mois de mars et d'essayer de les prédire avec le mois de juillet, parce que c'est pas ça que tu voudras faire plus tard. Je ne sais pas si l'explication est claire. Okay. Time series split, c'est le fait de regrouper ces données par paquet. Cassandra, le time series split, c'est le fait de regrouper ces données, d'utiliser le temps qui passe pour faire son split entre train, validation et test. J'ai jamais vu quelqu'un utiliser un random split. Ok. Ouais, alors quand je dis c'est pas pour les. Il y a un abus de langage, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans le cadre d'une time series, d'accord? On n'essaie pas de prédire, parce que là, sinon, si on faisait une time series, on aurait juste en variable d'entrée la date et on essaierait de prédire les ventes en fonction du jour qu'il est dans l'année. Ça n'a pas beaucoup de sens. Le time series split, c'est j'ai un jeu de données donc une time series, ce serait un indicateur qu'on suit dans le temps. Là, on a un jeu de données avec 60 indicateurs, d'accord? On a 60 variables. Mais on a ces 60 variables pour toute l'année, d'accord? Et donc, l'idée, c'est ce qu'ils avaient fait chez Decathlon, dans le cadre du Meetup, avait fait une présentation il y a un an et demi, je crois, ou il y a 2 ans exactement, en décembre 2018, yes. Ils avaient fait une présentation où eux, ce qu'ils avaient fait, c'était que pour prédire les ventes au sein d'un rayon, ils avaient entraîné le modèle sur 2017, toute l'année 2017. Ils avaient fait la validation sur 2018 et le jeu de test, l'inverse, 2016, 2017, 2018. Donc, train sur 2016, validation sur 2017 et test sur 2018. Ce qui a beaucoup plus de sens, parce que du coup, on entraîne un modèle sur 2016 et on essaie de lui faire prédire ce qui va se passer dans le futur, c'est-à-dire en 2018.
Alors que si tu prends toutes les données de 2016 à 2018 et que ton random et que le jeu de test juste avant la mise en prod, c'est des données prises au hasard en février 2016 et en avril 2017, bah, du coup, ton problème, c'est qu'en fait, ton jeu de test, il est issu d'une distribution qui date de 2017 à 2000, de 2016 à 2020, à 2018, parce que c'était ça à l'époque. Donc, du coup, bah, la distribution de ton jeu de test, en fait, elle correspond plus à ce qui va se passer demain quand tu mettras en prod. C'est un mix de ce qui s'est passé depuis 3 ans. Donc, c'est pas très crédible. Ce sera en rediff sur YouTube, tout à fait. On a enregistré la conf, donc on va l'uploader sur YouTube, comme on fait à chaque fois d'ailleurs, hein. Si vous voulez revoir les précédents meetups, il y a aussi des vidéos qui sont sur YouTube. Peux-tu réexpliquer la data augmentation? Quelles caractéristiques de l'image faut modifier? Je pourrais, mais c'est pas tout à fait le sujet de la presse. Je pense pas avoir trop parlé de ça. Ce serait, oui, j'en ai parlé dans le cas du Able dataset. C'est si tu regardes ton jeu de données pour regarder individuellement là où ton modèle a fait des erreurs, tu peux ensuite adapter la manière dont tu entraînes ton modèle pour qu'il soit meilleur sur ces images où il a fait des erreurs. D'accord? Maintenant, quel type de data augmentation il faut utiliser, bah, ça dépend de ton problème. Ah oui, il y a une question juste au-dessus de Cassandra. Si on ne cherche pas à prédire le futur, mais à simuler totalement, le time series split est-il toujours intéressant? Réponse non. Si tu veux juste faire une prédiction sur quelque chose qui évolue pas dans le temps, tu peux faire un random split classique. Mais c'est plutôt l'exception que la règle en fait. C'est ça qu'il faut retenir de la présentation. Voilà, bon bah il est 20 heures, on a fait pas mal le tour des questions. Je remercie tout le monde d'être venu ce soir. Merci à tous ceux qui ont participé et posé des questions. Donc encore une fois, il y aura le prochain meetup, c'est Morgane, tu me corriges si je me trompe, le prochain meetup aura lieu le 14 janvier. Et pour ce meetup-ci ainsi que pour tous les précédents, vous pouvez les retrouver sur YouTube. On mettra le lien sur nos différents comptes, sur LinkedIn, etc.